Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. La présente course à la direction du Parti québécois met de l'avant des candidats avec une vraie réflexion sur l'avenir du Québec. Et celui que je rencontre aujourd'hui ne fait pas exception. Guy Nantel s'est fait connaître des Québécois comme humoriste, mais il était l'un des seuls dans sa profession à toucher des thèmes politiques et sociaux, et à le faire sous le signe d'une critique de la rectitude politique. Il y a quelques années, il a livré le fond de sa pensée dans « Je me souviens de rien », un livre de réflexion politique. Et il y a quelques mois, il a décidé de faire le saut en politique dans l'espoir de diriger le Parti québécois au nom de clair engagement souverainiste. C'est pour mieux connaître sa vision du Québec et du nationalisme que je le rencontre aujourd'hui. Guy Nantel, bonjour. Salut. Alors, question première, question non pas pour provoquer, mais question tout à fait sincère. Est-ce que vous avez l'impression de vous lancer en politique en embrassant une maison en ruine? Vous parlez bien sûr Parti québécois. Du Parti québécois spécifiquement et peut-être même du mouvement souverainiste en Parti général. québécois, du mouvement souverainiste, le Parti québécois qui était le principal porteur du nationalisme québécois pendant une quarantaine d'années et aujourd'hui qui est un parti qui, plusieurs croient au bord de la disparition, on spécule sur sa possible disparition, son extinction, qui connaîtrait peut-être le sort de l'Union nationale hier. Ouais, je vous dirais qu'une maison en ruine, c'est peut-être un peu exagéré, mais effectivement, c'est une maison qui a certainement besoin d'amour et besoin d'affirmation, vraiment de s'assumer. Moi, c'est la raison pour laquelle je suis allé dans cette direction-là. J'ai jamais rêvé à une carrière politique en tant que telle, mais j'ai eu l'impression que on est rendu à un carrefour où l'idée de la souveraineté, soit qu'elle disparaît ou soit qu'elle s'assume, ce qu'elle n'est en ce moment ni une ni l'autre, parce qu'on est un peu assis entre deux chaises, c'est-à-dire que le Parti québécois, dans les dernières élections, souhaitait surtout une gouvernance provinciale et de montrer qu'on était capable de bien gouverner une province à l'intérieur d'un Canada. Mais je pense qu'il faut revenir à son ADN, à son origine, et son origine, c'est un parti souverainiste. Donc, la gageure que j'ai prise, c'est de me dire, si on s'assume, eh bien, les gens suivront, et si on ne s'assume pas, il faut pas s'étonner, après ça, de dire, les Québécois ne parlent plus de souveraineté. Il faut pas s'attendre à ce que les Québécois et le peuple soient la locomotive de ces idées-là. Il faut s'attendre à ce que si les politiciens sont eux-mêmes gênés d'affirmer leurs propres convictions, c'est sûr que ça emmène ce genre de réflexe-là aussi dans la population, et le contraire est vrai. Donc, je serai de ceux qui s'assument et qui parlent au nom des Québécois sans complexe et sans gêne. Alors, depuis 1998, j'utilisais la formule de maison en ruine, mais je m'explique, depuis 1998, le Parti québécois, d'une élection à l'autre, n'a fait que perdre des votes. Au point, en 2007, d'avoir été un temps remplacé par l'ADQ comme principal parti nationaliste, tendance qui s'est confirmée dans les années suivantes avec son remplacement par la CAQ comme principal parti nationaliste. Comment expliquez-vous ce déclassement progressif du Parti québécois? Simplement par l'abandon de ses convictions souverainistes, mais si tel est le cas, la CAQ n'est pas souverainiste et récupère l'espace politique du nationalisme classique. Donc, comment expliquez-vous ce déclassement du Parti québécois en l'espace d'une vingtaine d'années? Je pense que la CAQ incarne parfaitement là où on se trouve comme peuple en ce moment. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que même dans notre histoire plus ancienne, on a été un peu dépouillé de notre propre pouvoir. Dès le départ, la Nouvelle-France a été abandonnée par la couronne française. Après ça, on a été conquis. Quand on a été sous le régime anglais, le premier réflexe a été d'expulser les élites francophones de la Nouvelle-France et de les envoyer en France. Donc, de faire en sorte qu'on se trouvait dans un pays où il y avait surtout des paysans qui étaient très loin géographiquement les uns des autres et qui n'avaient pas d'esprit de cohésion et d'organisation. À partir de là, on s'est toujours demandé, comme peuple, de génération en génération, si on était vraiment un peuple, si on méritait ou pas d'exister, si on avait ce qu'il fallait pour combattre le régime fédéral ou le régime anglais, dépendamment de l'époque. Mais il reste une chose, c'est qu'on n'a jamais abdiqué non plus. On s'est toujours trouvé à être un peu content de s'affirmer, mais en ne prenant pas tout à fait la place qu'on devrait prendre comme un peuple normal. C'est un peu ce que la CAQ propose dans sa proposition, c'est-à-dire de dire nous allons poursuivre
la démarche nationaliste, c'est-à-dire qu'on défend les valeurs du Québec et non pas comme le Parti libéral, qui est une espèce de succursale du Parti libéral du Canada, tant qu'à moi. Mais en même temps, on défend quand même le fédéralisme, c'est-à-dire que s'il y a un référendum demain, on continue de vouloir rester dans le Canada, ce qui pour moi est un grand paradoxe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois défendre le régime qui souhaite qu'on n'existe pas comme peuple et en même temps dire « mais je vais continuer de vous défendre comme peuple ». Donc, ce qui a fait que dans les dernières années, évidemment, tout le mouvement, tout le PQ a descendu, je pense que ça part des deux défaites référendaires, particulièrement celle de 95 qui a fait mal. Je pense que la déclaration de Jacques Parizeau et surtout la manière que ça a été fait a amené une espèce de tâche au niveau de nationalisme est devenu comme une forme de racisme au Québec, alors que, ironiquement, les gens qui affirment ça sont les premiers à défendre le nationalisme de toutes les nations du monde. Demander à ces gens-là ce qu'ils pensent de la Palestine ou des Kurdes ou de la Catalogne ou des Aborigènes ou des Autochtones. Ils vont être les premiers défenseurs de l'affirmation de ces différents peuples-là. Mais pour une raison un peu étrange, ils sont aussi les premiers à dire qu'on est raciste si on fait exactement la même chose, c'est-à-dire d'affirmer nos traditions, d'affirmer qu'on a un héritage, un patrimoine et qu'on n'est pas une page blanche et un peuple qui arrive de nulle part. Donc, je pense qu'on a eu un manque aussi de politiciens forts qui ont été capables de tenir tête, de ne pas être gênés, de ne pas avoir peur, de ne pas plier devant les menaces, devant les insultes et de dire voici qui nous sommes, que ça vous plaise ou non. Donc, je pense que ça réconforte le cœur du Québécois d'avoir un parti comme la CAQ qui continue de dire nous allons défendre l'identité québécoise. Mais en même temps, on perpétue la position de victime, c'est-à-dire on reste dans le modèle qui nous traite comme celui qui ne devrait pas exister, et ça arrange beaucoup de monde, mais tôt ou tard, il faudra choisir entre signer une constitution d'un pays qui nous a conquis ou s'affirmer une fois pour toutes. Alors, vous avez évoqué la question des insultes que risquent finalement les nationalistes ou les Québécois lorsqu'ils décident de s'affirmer. Et on touche ici peut-être une des questions centrales quant à l'avenir du nationalisme québécois. C'est justement son espèce de diabolisation, sa criminalisation. On l'a vu dans tout le débat sur les accommodements raisonnables, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Toute réaffirmation de la majorité historique francophone, de l'identité nationale, du combat pour la laïcité, était présentée comme une forme de racisme. Et dans ce débat-là, on peut dire que le Parti québécois a souvent tangué. C'est-à-dire, d'un côté, il y avait une forme la charte des valeurs, une volonté d'affirmation, et de l'autre côté, une capacité de se laisser culpabiliser assez impressionnante. Et le Parti québécois a été remplacé, d'abord par l'ADQ, mais surtout ensuite par la CAQ, parce que l'autre parti nationaliste s'était emparé de la question identitaire. C'est-à-dire, on l'a vu autour de la question de la laïcité tout récemment, mais l'immigration plus largement. Est-ce que vous considérez que le Parti québécois s'est fait voler la question, à tout le moins s'est fait prendre, s'est fait déclasser sur la question identitaire par la CAQ aujourd'hui, l'ADQ hier, mais surtout par la CAQ aujourd'hui, ou est-ce que pour vous la question identitaire n'est pas un terrain que le Parti québécois a négligé depuis une vingtaine d'années? Non, ça a été négligé, c'est clair, ça a été négligé. Comme je disais, on a mis de côté toute la question identitaire. Écoute, c'est sûr qu'il y a eu la Charte des valeurs, là, mais hormis la Charte des valeurs, essentiellement, j'ai souvent trouvé que c'était un parti qui souhaitait juste montrer qu'il allait mieux faire que le Parti libéral, là, mais somme toute, je trouvais pas qu'il y avait ce même vent dans les voiles de la volonté de créer un pays. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas senti ça, là. Je comprends qu'une défaite référendaire, c'est pas le fun à porter pour un peuple, mais souvent les gens disent ça. Ils disent « on a perdu 2 référendums, il faudrait peut-être apprendre. » Mais c'est parce que oui, mais le Canada a perdu 3 occasions de nous faire signer une constitution. En 82 avec Meach puis avec Charlottetown. Donc, en ce moment, les défaites, c'est 3-2 pour le Canada, mais la série continue, c'est-à-dire que on n'a pas signé cette constitution-là, même si majoritairement, depuis les 40 dernières années, c'est le Parti libéral qui était au pouvoir. Alors, si c'était vraiment si avantageux pour les Québécois d'être à l'intérieur du Canada, ils auraient signé la constitution, ce qu'ils n'ont pas fait. Donc, c'est sûr que pour quelqu'un qui veut une carrière en politique, c'est plus facile de devenir un premier ministre en tassant un peu de côté cette question identitaire-là. Mais il vient un temps où il faut faire face à la réalité, là, c'est-à-dire qu'on arrive à la croisée des chemins.
Et on s'est aussi on s'est pas fait tasser, on s'est laissé tasser par Québec solidaire aussi sur la question de la souveraineté. Voici pour moi un autre parti où il y a une forme d'incohérence, c'est-à-dire qu'on défend à la fois c'est presque le jeu du miroir avec la CAQ. C'est la CAQ qui est un parti fédéraliste qui dit je vais vous défendre, puis de l'autre côté, tu as Québec solidaire qui est un parti qui dit souverainiste, mais en disant je vais encourager le multiculturalisme. Et c'est important de parler du multiculturalisme parce que les gens mélangent souvent le multiculturalisme avec l'accueil de l'autre, ce qui n'a strictement rien à voir. Le multiculturalisme, là, c'est important de comprendre que c'est... En fait, l'intégration, c'est de rajouter quelque chose à ce qu'on est déjà. Tandis que la politique du multiculturalisme, c'est de se soustraire à soi-même. Et les gens qui ne comprennent pas ça pensent que c'est contre l'immigration, et ce qui n'est pas du tout le cas. On peut même accueillir plus d'immigrants et être contre le multiculturalisme. Le multiculturalisme a été créé par Pierre-Éliott Trudeau dans le but simplement de faire en sorte que les Québécois ou les descendants des Canadiens français sont passés de peuple fondateur à minorité à l'intérieur d'un pays. Et puisque c'est la plus grande minorité à l'intérieur de ce pays-là, ben on leur a dit, fermez vos gueules, vous avez déjà tellement pour vous, regardez vos confrères et vos consoeurs. Mais la réalité, c'est pas ça. Alors, vous touchez la question centrale de l'immigration. Vous dites, on pourrait, de mémoire, dans la présente course, vous avez dit, je ne suis pas favorable à la baisse des seuils. Vous dites, on pourrait même les augmenter à la rigueur, mais pour peu qu'on se dérobe au multiculturalisme. Néanmoins, la question de l'immigration s'est imposée depuis quelques années. Je donne un exemple, est en lien avec l'anglicisation de Montréal. Auparavant, les comtés protégés libéraux, appelons ça comme ça, c'était les comtés du West Island. Ensuite, les comtés protégés, c'est devenu à peu près l'ensemble de l'île de Montréal. Et ensuite, c'est devenu Laval. Et demain, ça sera quelques comtés sur la rive sud et peut-être demain sur la rive nord. Et ça, c'est indissociable, vous me corrigerez si vous êtes en désaccord, mais d'une immigration qui dépasse largement nos capacités d'intégration dans un pays où le prestige symbolique, la puissance de la citoyenneté appartient au gouvernement fédéral, qui applique le multiculturalisme et le bilinguisme officiel qui relativise le poids du français. Et les Québécois ont beau avoir toutes les marques de générosité et d'ouverture possibles à l'endroit des nouveaux arrivants, ils n'ont pas la force suffisante pour accueillir autant d'immigrants. Alors, qu'est-ce qui vous amène en ce moment à croire que la baisse des seuils d'immigration n'est pas nécessaire? Peut-être même, vous dites peut-être les augmenter. Qu'est-ce qui vous amène à croire qu'il ne serait pas nécessaire aujourd'hui de faire une baisse significative des seuils, ne serait-ce que pour être capable d'intégrer ceux qui arrivent et ceux qui sont déjà là? D'abord, je ne sais pas sur quoi vous basez pour dire que je suis contre la baisse des seuils d'immigration. J'ai eu l'impression que vous étiez dans une de... Vous me corrigerez, mais dans une de vos conférences devant les jeunes péquistes, si je ne me trompe pas, vous aviez évoqué l'idée que vous n'étiez pas favorable à la baisse des seuils. Ah, absolument pas. J'ai jamais dit ça, non. Mais à coup de pas. Par contre, ce que j'ai déjà dit par rapport à toute cette question-là, qui pour moi est essentielle, puis là, c'est intéressant parce qu'on va arriver au cœur de cette question-là, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de souverainistes pour qui le programme du Parti québécois devrait être de détester les Anglais et d'haïr les immigrants ou de mépriser les immigrants. Vous pensez à qui quand vous dites ça? Je ne vous parle pas d'un individu. Non, je lis les médias sociaux et je lis un paquet de gens qui pensent que c'est ça, qui se drapent d'un drapeau du Québec et qui font comme « Ah, les maudits Anglais ». Il faut faire une grande distinction entre les individus, le 5 ou 6% d'anglophones traditionnels qui vivent ici, et le régime canadien-anglais. C'est deux choses complètement différentes. Ce que j'ai dit par rapport à l'immigration, c'est que ce qui est très important, et ce qui n'a jamais été fait, c'est d'avoir une vraie étude indépendante sur la question, mais autant quel est l'impact sur les migrants, quel est l'impact sur la société d'accueil, pour se poser les vraies questions, se demander comment ça se fait que le taux de chômage est 2 fois plus grand, même en période de plein emploi chez les immigrants, se demander même maintenant, avec la période de la COVID, donc où il y a plus de misère et de problèmes d'emploi chez les Québécois, est-ce qu'on peut encore accueillir autant de personnes? Donc, moi, le jeu de plus 10 000, moins 10 000, moins 2 000, je trouve qu'il y a comme une espèce de surenchère où tu veux te montrer nationaliste, tu dis je baisse les taux, et tu veux te montrer ouvert, tu dis je monte les taux. Je vous relance avec la question plus précisément. Dans l'histoire du Québec, depuis 50 ans, on peut dire quand les péquistes prenaient le pouvoir, ils ramenaient des seuils plus autant de René Lévesque, ça tournait autour de 17 000, 20 000. Et quand les libéraux ont repris le pouvoir, et plus encore en 2003, là, il y a eu une augmentation programmée systématique autour de 50 000, 55 000, avec une idée claire dans leur esprit, c'était de marginaliser le poids des francophones. Ce qui m'étonne toujours quand je regarde les souverainistes, le Parti québécois, puis même la CAQ de ce point de vue qui a fait une baisse cosmétique des seuils,
c'est que une fois que ça hausse, la baisse est vue comme arbitraire. Or, vous évoquez des travaux, il y a eu ceux de Guillaume Marois, de Benoît Dubreuil, de Jacques Houle, le livre de Jacques Houle assez récent, Disparaître, qui disent le seuil historique du Québec, le seuil d'intégration maîtrisable, c'est un peu en bas de 30 000. Or, j'ai l'impression, mais donc je vous relance là-dessus, qu'aujourd'hui, il demeure un tabou autour de la question de l'immigration. Donc, le tabou du multiculturalisme a sauté, le tabou de l'anglicisation a peut-être sauté, mais le lien entre immigration et anglicisation et immigration est un jour perte de poids tel du poids des francophones au Québec qui aurait beau voter à 65% pour le oui puis 70% pour le oui, il serait bloqué. Ça, ce lien-là, on peine à le faire, j'ai l'impression. Et voilà pourquoi je vous relançais sur cette question. La question du seuil est peut-être pas si arbitraire, elle est peut-être même essentielle. Non, puis moi, écoute, si vous me demandez à moi, j'ai bien l'impression qu'il faut les baisser les seuils. Puis la raison pour laquelle je pense ça, mais c'est important de faire la distinction. C'est pas parce que je pense ça que voilà, j'ai raison. Je pense vraiment qu'il faut avoir des vraies études sérieuses sur le sujet, ce qui à peu près aucun politicien fait. C'est toujours un politicien qui veut se montrer au vert, dit il faut les monter, puis l'autre qui veut se montrer identitaire, il dit il faut les descendre. Tout ce que je dis, c'est il faut faire des vraies études. Et deuxièmement, effectivement, tant et aussi longtemps qu'on est à l'intérieur du régime fédéral, ben forcément, les gens qui arrivent ici, surtout ceux qui parlent pas français, ben on a vu, hein, la vérificatrice générale a dit que c'était catastrophique, l'apprentissage du français, que 90% des gens qui suivent le cours le terminent et ne peuvent même pas s'exprimer en français, et 3/4 des gens qui devraient le suivre ne le suivent pas. Enfin, autrement dit, il y a à peu près personne qui vient et qui l'apprend, sauf ceux, évidemment, qui connaissaient le français avant leur arrivée. Mais c'est certain qu'il faut considérer un paquet de données par rapport à la question de l'immigration, mais s'il n'y avait pas d'immigrants, imaginez-vous que pendant 10 ans, 20 ans, il n'y a pas d'immigrants. Ça ne change pas une chose, c'est que tant et aussi longtemps que les Québécois, et ceux que j'appelle les Québécois ne sont pas que les descendants des Canadiens français, ceux qui sont nés ici, ceux qui sont issus de l'immigration. Donc, le peuple québécois de 2020, tant et aussi longtemps qu'il ne prendra pas lui-même la décision de sa destinée, bien, qu'on en entre moins ou plus, ça change strictement rien parce que on doit être le moteur de ce mouvement-là. Et je trouve qu'on a souvent cette tendance-là, comme peuple, à ne pas trop s'affirmer, à ne pas trop prendre notre place et ensuite d'avoir le réflexe de vouloir mettre la faute sur l'autre pour quelque chose que nous-mêmes, on n'a pas fait. Je vous relance une dernière fois sur ce thème-là avant d'aborder la question que vous avez déjà abordée dans votre livre du rapport aux anglophones. Vous dites, peu importe le nombre d'immigrants qui rentrent, en 1995, 61% des francophones ont voté oui et ça donnait 49,4% pour le oui. Aujourd'hui, 61% des francophones voteraient oui, ça donnerait peut-être 47, et je n'ai pas les chiffres en tête exactement, mais la proportion des francophones, dans la mesure où elle baisse, dans la mesure où la majorité historique francophone baisse au Québec, sa proportion baisse, eh bien, elle a beau voter oui de manière décomplexée à 60, 65, 70%, son poids proportionnel dans la population baisse tellement qu'elle a beau se renforcer de voter encore plus à 70, 75, quand sais-je, donc 70, le poids devient insuffisant. Donc, dans la mesure où les seuils continuent d'augmenter et l'intégration ne suit pas, est-ce qu'on peut pas dire que dans 10, dans 15, dans 20 ans, eh bien, le basculement démographique aura lieu? Oui, mais Mathieu, on est d'accord, on dit la même chose. Ce que je vous dis, c'est qu'il faut sortir du régime fédéral. Ah, bien sûr. Ben, oui, et tant et aussi longtemps qu'on ne prend pas cette décision-là, on ne peut pas... Mais pour réussir à en sortir, vous croyez pas que la variable de l'immigration pèse? Non, c'est le contraire. Ce que je vous dis là, c'est que les immigrants qui sont ici, ils y sont. Il faut faire avec cette réalité-là. Tant et aussi longtemps que comme peuple, on ne prend pas notre responsabilité de dire d'abord et avant tout, il faut sortir de ce régime où en ce moment, 22% des gens sont nés à l'extérieur du pays. Et là, je ne vous parle pas de couleur de peau, je vous dis 22% des gens qui vivent en ce moment au Canada sont nés à l'extérieur du pays. Si vous voulez un rapprochement, là, le pays le plus proche, je crois que c'est la Suède à 14%, et ensuite on tombe entre 6 et 12%. Donc, vous voyez à quel point ce régime-là, il y a une force qui est énorme là, dans cette politique du multiculturalisme. Je suis d'accord avec vous, mais tout ce que je vous dis, c'est que même si on fermait demain les frontières et qu'il ne rentrait plus un immigrant, tant et aussi longtemps qu'on a le réflexe de voter pour un parti comme la CAQ qui dit on va quand même rester dans la Fédération canadienne, c'est ça la réalité, c'est que ça ne changera rien parce qu'on fait juste repousser dans le temps une réalité où le Parti libéral va revenir au pouvoir, va rouvrir les vannes et on va ensuite démographiquement perdre de plus en plus notre influence.
Vous êtes les seuls hommes politiques souverainistes à avoir abordé la question des rapports avec la minorité anglophone. Et vous croyez possible, si je vous comprends bien, sinon de les convaincre massivement de rejoindre l'option souverainiste, vous croyez qu'il est possible néanmoins de les convaincre sur une base économique, sur une base d'arguments qui sont moins affectifs ou identitaires que pragmatiques et économiques. Vous croyez possible, sinon de les rallier, à tout le moins de neutraliser une partie de leur hostilité au projet souverainiste. Est-ce que je comprends bien votre position en la résumant ici? Ben, je suis pas naïf, c'est-à-dire que je m'attendrais pas à ce que dans un prochain référendum, les anglophones de Montréal votent majoritairement pour le oui. Mais par contre, je fais quand même le pari qu'il y a moyen d'expliquer une réalité qui a rarement été nommée, c'est que la discrimination politique dans le Canada ne se fait pas sur une base linguistique ni sur une base de couleur de peau, elle se fait sur une base territoriale. Autrement dit, les anglophones qui vivent à Montréal vivent les mêmes désavantages que les francophones. C'est-à-dire que la richesse, je parle au niveau économique bien sûr, la richesse a été détournée depuis particulièrement la voie maritime du Saint-Laurent en 1959. Et à partir du moment où on a permis où on a payé presque nous-mêmes, ou en tout cas en grande partie, une voie maritime pour faire en sorte que Montréal, qui était la capitale industrielle, qui était le plus grand port intérieur du monde, on est devenu la deuxième ville parce que Toronto a énormément profité de ça. Donc, les bateaux maintenant ne s'arrêtent plus autant à Montréal, mais s'en vont directement dans les Grands Lacs. Puis on peut le voir. On peut voir, par exemple, que les villes américaines qui sont autour de Toronto ont certainement pas la même richesse. Buffalo ou Détroit sont pas des villes qui sont comparables avec les villes de la côte Est comme New York ou comme Boston ou Philadelphie, tout ça. Donc, je pense que si les anglophones du Québec comprenaient cette réalité-là et qu'ils voyaient à quel point un Québec indépendant qui a le contrôle de la voie maritime du Saint-Laurent parce que ça devient nos eaux nationales et qu'on contrôle nos lois, nos impôts et tout ça, on gagnerait tout le monde par rapport à cette question-là. Évidemment, je vous parle des anglophones, mais je peux parler des immigrants ou je peux parler des Autochtones aussi parce que ce sont trois groupes qui votent majoritairement non au moment des référendums. Est-ce que c'est suffisant pour renoncer à son attachement envers le Canada? Peut-être pas. Peut-être qu'il y a beaucoup d'anglophones qui diraient, écoute, il y a un prix à payer, je veux quand même continuer, mais si on demeure la province la plus pauvre au Canada, c'est d'abord et avant tout parce que on nous a demandé comme citoyens au Québec, et là je parle de tous les Québécois, de bâtir deux nations, somme toute. C'est-à-dire que des grands projets comme Hydro-Québec, on les finance nous-mêmes, alors que le pétrole albertain, on le finance avec l'argent des Canadiens. Et c'est pour ça ensuite, quand j'entends les Albertains dire « Hey, c'est notre pétrole, puis mais de votre pétrole, vous seriez pas capable d'aller le chercher si vous n'aviez pas la part de tous les Canadiens, dont les Québécois, et c'est tout à fait normal qu'on touche une partie indirectement par la péréquation de cet argent-là, et c'est aussi tout à fait normal qu'on ne vous envoie pas une partie de nos profits d'Hydro-Québec parce qu'on a nous-mêmes bâti cette société-là. Mais si on nous demande de construire deux États, c'est normal qu'on finisse par comprendre qu'il y a un gouvernement qui est en trop et ce ne sera jamais celui du Québec parce que celui-là ne sera jamais éliminé. Donc, il faut forcément que les anglophones acceptent en partie cette réalité-là. Alors, vous avez envisagé, dans l'idée de réussir à convaincre la communauté anglophone, ou à tout le moins de l'amadouer partiellement, de donner certains gestes identitaires, entre guillemets, peut-être même, vous me corrigerez si je me trompe, mais de faire un changement au drapeau du Québec pour être capable de leur tendre la main, c'est-à-dire qu'ils se reconnaissent dans le drapeau tel qu'il serait modifié. Est-ce que c'est une position à laquelle vous demeurez accroché aujourd'hui, ou pour vous, la question du drapeau, parce que j'ai eu quelques querelles et critiques autour de ça, est-ce que vous avez laissé ça de côté, ou vous croyez encore qu'on doit modifier le drapeau dans l'espoir de gagner l'adhésion symbolique des anglophones au cadre québécois? Les gens sont très sensibles aux symboles. On l'a vu avec l'histoire du drapeau à la Saint-Jean, ce qui peut sembler un paradoxe pour bien des gens que je défende ça et que j'ai fait ce type d'affirmation-là. Moi, je n'ai jamais dit que j'allais changer le drapeau du Québec. C'était pas ça mon point de vue. Par contre, je demande... C'est surtout une question qui a été soulevée sous forme un peu de provocation pour les Québécois francophones et blancs même, les descendants des Canadiens français, de leur demander de se positionner à un moment donné sur l'idée que vous arrêtez pas de dire les anglophones sont pas avec nous, les immigrants sont pas avec nous, les autochtones sont pas avec nous. Ce fameux nous-là, s'il était élargi à tous ces groupes-là et qu'on formait une seule nation, autrement dit, si dans un futur référendum, les anglophones, et c'est purement théorique, mais si les anglophones votaient majoritairement
pour le référendum. Et si les immigrants faisaient la même chose, et si les Autochtones faisaient la même chose, autrement dit, qu'ils acceptaient de nous tendre la main et de dire, on comprend la légitimité de ce projet-là et on comprend même les arguments économiques que j'ai donnés un peu plus tôt, vous n'arrêtez pas de dire, ces gens-là ne viennent pas. Mais s'ils venaient, est-ce que vous seriez ouvert à faire de la place à ces gens-là sur un drapeau? Est-ce que vous seriez ouvert, par exemple, à garantir aux anglophones de Montréal qu'ils ont encore les mêmes droits qu'à l'intérieur de la province de Québec, c'est-à-dire d'être servis en anglais dans les régions où le nombre est suffisant et tout ça. Et j'ai vite senti ce que je vous disais tantôt, qu'il y a un paquet de personnes qui ont fait « Jamais je ferai de cadeaux aux anglophones » et je leur disais « Mais attends, là, c'est purement dans la logique qu'on est un pays où une constitution dit noir sur blanc qu'on est unilingue francophone et qu'on est une société laïque. Et malgré tout ça, si ces gens-là contribuaient à ça, vous continuez de me dire « Non, on veut rien savoir d'eux autres », bien à ce moment-là, évidemment, c'est pas tous les souverainistes qui pensent ça, là, mais ceux qui me disent ça, je leur dis « Mais à ce moment-là, qu'est-ce que vous souhaitez au juste? Quel type de Québec vous souhaitez construire? Parce que le Québec de 2020, forcément, il doit inclure tout le monde. » Je vous relancerai sur ça. Plusieurs vous diront, à tout le moins c'était le projet de Parizeau, c'était le projet de Bouchard en 1995, les droits des anglophones étaient assurés. Oui. Et ça, il y a une constante depuis René Lévesque jusqu'à aujourd'hui. La question des droits des anglophones, comme vous l'évoquez, est assurée. Et ça, je pense que la pensée souverainiste a intégré ça globalement. Je pense que les Québécois dans leur ensemble. Là où il y avait une nuance, c'est que la question, l'univers symbolique, c'est autre chose. C'est-à-dire le drapeau en lui-même, c'est le marqueur d'une continuité historique de 4 siècles d'histoire, de l'identité profonde du pays. Oui, mais 4 siècles d'histoire, Mathieu, le drapeau a changé 5 ou 6 fois. Mais bien sûr. Il y a eu le Blue Ensign, le Red Ensign, il y a eu le camion. Mais en 48, lorsque ce drapeau apparaît... Il y a eu le drapeau des Patriotes. Ce que je vous dis, c'est quand on passe d'une province... Moi, j'ai même pas l'intention... J'ai jamais soulevé l'idée de changer le drapeau. C'est un symbole où je demande aux Québécois... Jusqu'où êtes-vous prêt à aller dans cette logique-là? Et forcément, quand on passe d'un statut de province à un statut de pays, il est possible qu'un futur politicien éventuellement dise qu'il faudrait marquer l'époque avec un drapeau qui, somme toute, serait peut-être modifié ou pas. Mais moi, je m'en fous un peu. L'idée, c'est pas un projet politique pour moi. Mais c'est important quand même de comprendre que si on n'est pas prêt à rien faire... par exemple, je donnais l'exemple de l'affichage extérieur. Je disais, dans le quartier chinois, il y a des caractères chinois. Et tu vas dans d'autres quartiers, il y a des caractères, des écritures dans différentes langues. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, oui, mais les anglophones, ils n'auront pas de cadeaux. Puis là, je dis, oui, mais tu sais, quand tu as une canne de tomates, là, c'est écrit sauce tomate. Là. Juste en dessous, c'est écrit tomato sauce. Là. Puis il n'y a jamais personne qui a sauté au plafond pour ça. J'ai jamais entendu personne dire, c'est scandaleux, tout ça. Ce que je dis, c'est si on accepte de vivre avec des gens qui seraient prêts à faire des concessions, dites-moi, donnez-moi des arguments, dites-moi de quelle manière je peux aller les voir et leur parler de votre ouverture à vous aussi. Donc, juste pour être certain de bien comprendre, vous pensez la possibilité de changer l'affichage linguistique à Montréal, puisque l'anglais est déjà présent avec la loi, je perds le nom de la loi au moment où je veux le dire, mais la loi du 2 tiers, 1 tiers, c'est-à-dire 86, je crois. C'est 2 tiers, 1 tiers. C'est-à-dire, en gros, l'anglais est partout présent. Alors, j'ai pas l'impression que l'anglais soit absent d'affichage à Montréal. Absolument. Mais pour vous, pour marquer un geste d'ouverture supplémentaire, il serait possible de changer les dispositions d'affichage? D'abord, moi, j'ai rien à changer parce que l'affichage est déjà... la loi 101 n'existe à peu près plus à ce niveau-là. Mais par contre, ce que j'ai soulevé, c'était si on vit dans un pays qui est unilingue francophone, laïque, c'est écrit dans la Constitution, que les anglophones vous ont permis d'avoir ce pays-là. On est purement dans la théorie, mais ils ont voté massivement pour ce pays-là, mais qui vous demandent en échange que dans le West Island, il y a certains endroits où c'est 2 tiers en français et 1 tiers en anglais. Seriez-vous prêt à le faire? Donc, c'est strictement une question que j'ai soulevée et que, évidemment, certains adversaires ont vite pris au bon et ont dit « Ah, il veut changer le drapeau puis il veut que ce soit écrit en anglais partout. » Premièrement, je ne parle pas de l'anglais en particulier. J'ai parlé de l'italien dans la petite Italie. J'ai parlé de différents quartiers. Est-ce qu'on serait prêt dans certains quartiers de Montréal où il y a une grande concentration d'une certaine immigration de leur dire vous pouvez avoir le 1 tiers dans votre langue, mais toujours dans l'idée que c'est un pays qui est créé grâce à la collaboration de ces gens-là. Donc, la question que je demande aux gens, c'est est-ce que vous souhaitez toujours garder une position de victime, c'est-à-dire de dire
ouais, on n'arrive pas à faire notre référendum puis à avoir notre pays, fait qu'on va rester dans le Canada, mais on va essayer de se trouver des boucs émissaires, ou on essaye de le faire tout en collaboration, ce qui est peut-être une vision bien naïve, mais je crois qu'il y a moyen quand même de tendre des perches et d'aller voir des communautés, sachant très bien qu'on n'aura pas 50% des immigrants, 50% des anglophones, 50% des autochtones et 50%. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Mais si on allait chercher une certaine sensibilité, comme en Écosse, il y a eu beaucoup d'immigrants qui étaient d'accord avec la position, avec le oui écossais, je pense qu'il faut tranquillement se poser la question, est-ce qu'on veut juste rester une province dans un Canada? Est-ce que ça nous tente encore et que comme ça nous permet juste de chialer après les maudits anglais ou les maudits immigrants ou quand je dis des commentaires comme ça, je dis ben non, là, je sais pas où est-ce qu'on s'en va, mais moi, je vous garantis une chose, c'est qu'il est hors de question d'avoir un pays s'il n'est pas d'abord unilingue français, mais est-ce que c'est pas une raison pour quand même assurer les mêmes droits aux anglophones dans leur quartier? Moi, je pense qu'il n'y a rien qui me dérange là-dedans. Alors, on arrive au cœur de votre engagement. Jusqu'ici, votre engagement central dans la course à la direction, c'est un référendum dans un premier mandat. Autrement dit, vous êtes là pour la question de l'indépendance et vous voulez amener les gens à voter sur cette question-là. Est-ce que vous sentez dans l'opinion une disponibilité pour la question de la souveraineté, ou est-ce que pour vous tout est à reconstruire autour de ça? Parce que pendant longtemps, quand on entrait dans l'espace public, c'est le cas de quelqu'un de mon âge ou du vôtre, je crois, on rentrait dans l'espace public en se demandant est-ce que je vote oui ou est-ce que je vote non? Est-ce que je suis souverainiste ou fédéraliste? Et aujourd'hui, on entre dans l'espace public en se demandant comment je suis écolo? Est-ce que je suis féministe intersectionnel ou féministe pas intersectionnel? Est-ce que la mondialisation, oui, pour populiste, qu'est-ce que j'en pense? Et là, toutes les identités disponibles qui apparaissent. Autrement dit, la question de la souveraineté, qui était la grande question qui structurait notre société, a perdu beaucoup de place. Comment croyez-vous possible de ramener les Québécois à se préoccuper vraiment de la question de la souveraineté, de l'indépendance? Est-ce qu'il y a une disponibilité pour vous dans l'opinion? D'abord, je pense que c'est quand même la question essentielle quand on entre dans la vie politique de savoir si une personne est souverainiste ou fédéraliste. Je pense pas que cette chose-là a changé, mais il y a d'autres questions qui se sont effectivement rajoutées par rapport à la gauche, à la droite, puis à l'identitaire et tout ça. Je pense quand même que... Tu sais, moi, je suis pas un élu. Hein. Si je gagnais la chefferie demain, je suis chef du Parti québécois, mais je suis pas à Québec tous les jours et j'aurais quand même 2 ans et un peu plus pour faire le tour du Québec et expliquer aux Québécois qu'il est minuit moins 5, c'est-à-dire pour toutes sortes de questions de mondialisation, de démographie, d'anglicisation de Montréal. Il reste plus beaucoup de temps parce que cette politique du multiculturalisme, ce rouleau compresseur dont vous avez fait la démonstration tantôt, ben ça, c'est une réalité. Là. C'est-à-dire que autant, tantôt, je parlais de la langue anglaise, typiquement de l'anglophone traditionnel du Québec, mais j'ai une énorme résistance par rapport à la politique multiculturaliste du Canada. Et je pense que ça, les Québécois sont encore à la frontière de ça. Ils sont sur le bord il suffirait d'une étincelle. Il suffirait juste Puis de toute façon, c'était la même chose. Le portrait politique actuel ressemble étrangement, je trouve, au pré-1995. Il n'y a pas... Ah oui, je trouve qu'il n'y a pas énormément de différence. A fallu qu'il y ait des échecs... constitutionnel pour qu'on allume un peu puis qu'on disait mais entre 80 et 95 il y a eu des vagues où c'était plus du tout à l'ordre du jour et c'était plus du tout un sujet qui était à la mode, mais c'est dans notre ADN. On a quand même quelque chose qui nous rattache toujours à notre identité et ça va toujours demeurer, mais force est d'admettre que ça va prendre quelqu'un qui est capable de porter le ballon puis de l'expliquer correctement aux Québécois. Je pense pouvoir faire ça. Je pense pouvoir autant le faire d'un point de vue historique, d'un point de vue identitaire, d'un point de vue évidemment économique, puis ensuite ce sera aux gens de décider. Mon objectif à moi, c'est même pas que les gens votent majoritairement aveuglément pour la souveraineté, ce soit qu'ils comprennent dans quel système ils vivent. Et à partir de là, je pense que le vote pour la liberté et pour la souveraineté devient une conséquence de cette compréhension-là. Alors, vous vous donnez jusqu'à la prochaine élection. On peut croire, vu la configuration des forces politiques en ce moment au Québec, qu'il se peut que ça prenne un peu plus que 2 ans et demi, hélas. Est-ce que pour vous, vous avez l'idée qu'il est possible, vous parlez d'un déclic aussi, vous dites qu'il se pourrait qu'assez rapidement les gens comprennent dans quelle situation on se trouve. Est-ce que vous croyez qu'une victoire possible
une victoire rapide est possible pour les souverainistes, ou est-ce que vous avez l'impression de vous engager, sinon dans la traversée du désert, à tout le monde dans la Grande Marche, pour faire une autre référence historique? Est-ce que vous avez l'impression que, autrement dit, c'est un long engagement dans lequel vous vous lancez, ou est-ce que pour vous, il y a la possibilité d'une campagne éclair qui permettrait vraiment de changer la donne? C'est une possibilité qu'on ne gagne pas la prochaine élection. Quand on fait le saut en politique, on souhaite gagner, on fait tout pour gagner, mais quand je vous dis qu'il y a des choses que les Québécois, il y a des faits desquels ils doivent tenir compte, c'est qu'on arrive pour la première fois, en tout cas depuis que moi je suis né, j'ai 51 ans, j'ai l'âge du Parti québécois en fait, on arrive pour la première fois à une réalité un peu étrange, c'est que avec les sondages actuels, autant Québec solidaire que le Parti québécois ne seraient peut-être pas reconnus comme des partis officiels. Ce serait donc la première fois de ma vie d'homme de 51 ans où il n'y a plus d'option souverainiste sur la carte du Québec. Hein? Il y a la CAQ qui est fédéraliste et il y a le Parti libéral qui est fédéraliste. Et ça, c'est un énorme risque à prendre pour les Québécois. Ça pourrait être un point de non-retour dans notre histoire et ça pourrait être un point de bascule qui ferait qu'ensuite on ne pourrait plus retourner en arrière. Donc, l'option de la souveraineté, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais Jean Lapierre m'avait donné une entrevue juste avant de mourir et Jean Lapierre, étant fédéraliste, m'avait quand même dit cette option-là, on doit toujours l'avoir dans nos cartes, comme peuple. Parce que quand on l'aura plus, c'est une question de temps après ça pour qu'on dégringole. Ça ne sera pas en 10 ans peut-être, mais quand on regarde Statistique Canada qui nous dit que dans 15 ans, par exemple, 69% des Québécois vont être francophones, mais on sera quand même passé en quelques années ou en quelques décennies, de 85% à presque 2/3. Et si on continue de penser comme ça, ben on peut s'attendre à ce qu'à la fin du siècle, on soit moins de 50% de francophones au Québec. Et ça, c'est terminé après. Alors, vous avez, pour construire cette offre souverainiste, vous êtes dans une situation particulière où une partie des électeurs souverainistes se sont tournés vers QS. Et il ne faut pas oublier une partie des électeurs souverainistes, pas seulement nationalistes au sens bourraciste. Les souverainistes se retrouvent aujourd'hui à la CAQ. On peut même dire que dans le personnel politique de la CAQ, au nombre d'anciens péquistes qu'on trouve là, à moins qu'ils aient connu une forme de conversion négative, la plupart d'entre eux conservent d'une manière ou de l'autre, je dirais non pas un souverainisme actif, mais un souverainisme résiduel. Des convictions non pas cachées, mais flottantes. Ils se disent, bon, ça n'arrivera pas, donc on va parler d'autre chose. Comment être capable d'aller rallier dans un Parti québécois qui serait fort, à la fois le souverainiste qui est parti vers Québec solidaire, parce que pour lui, le projet de société de gauche est aussi, sinon plus important que la souveraineté, et le souverainiste passé à la CAQ, pour qui la question identitaire était mieux défendue par la CAQ, et qui se dit, à défaut de faire l'indépendance, au moins on va défendre l'essentiel de nos acquis dans cette période historique difficile. Écoutez, la logique de la CAQ, pour moi, elle est absurde parce que ce n'est qu'une question de temps. C'est-à-dire qu'on aura beau faire une loi 21, la CAQ ne sera pas au pouvoir pendant 70 ans en ligne. Donc, si vous me dites qu'il n'y a plus d'option souverainiste et que la CAQ ne gagnera pas les élections à l'infini, c'est donc une question de temps avant que le Parti libéral reprenne le pouvoir et annule tout ce travail-là de toute façon. Alors, si vous voulez des changements réels dans notre société, ben, force est d'admettre qu'il faut que ça passe par la souveraineté, c'est-à-dire par la décision d'un peuple de créer un pays, donc d'écrire une constitution qui, soit dit en passant avec moi, sera écrite par le peuple, et de faire en sorte qu'on affirme une fois pour toutes, et par exemple, on parlait d'immigration tantôt, ben que quand les gens arrivent ici, ils savent qu'ils arrivent dans un pays francophone et laïque. C'est quand même pas banal. Et c'est pour ça que je vous parlais tantôt de montrer de l'ouverture par rapport à ce cadeau-là, si on nous aide à le faire, parce que c'est quand même pas rien en Amérique du Nord d'avoir un pays francophone et laïque qu'on pourrait affirmer dans une constitution. Tu sais, la vie change, les temps bougent. Il faut se souvenir qu'en 2014-2015, c'était le Parti québécois qui était sur le bord d'absorber la CAQ. Souvenez-vous, là, ça fait pas longtemps de ça, hein? Ça fait à peine peut-être 6 ans. Donc la CAQ qui était très faible à ce moment-là. Qui aurait dit que Trudeau allait gagner en 2015, alors que je me souviens, j'étais allé faire un Vox Pop à Toronto 3 semaines avant, et c'était Thomas Mulcair qui était sur le bord de rentrer à l'élection, et Justin Trudeau était 3e dans les sondages. Même chose pour Donald Trump. Tout le monde disait qu'il avait moins de 10% de chances de gagner. Il l'a gagné son élection. Donc, ça, on ne sait pas qu'est-ce qui peut faire que les choses vont bouger ou pas. Moi, ce que je dis aux Québécois, c'est si vous êtes souverainiste et que vous êtes à la CAQ, revenez au Parti québécois.
Si vous êtes fédéraliste et que vous trouvez que la CAQ vous défend bien, mais à ce moment-là, j'ai du mal à comprendre cette logique, mais je la respecte. Maintenant, pour ce qui est de Québec solidaire, ben ça, c'est un autre truc. C'est que qu'est-ce qui est important, dans le fond, pour vous, c'est de créer un pays? Est-ce que vous êtes vraiment un parti souverainiste ou pas? Parce que quand on est un parti souverainiste, d'abord et avant tout, l'objectif, c'est de créer un pays et ensuite de dire, ensemble, on va le bâtir à la mesure de nos ambitions et ce sera un endroit qui nous ressemble. Si les gens sont strictement un parti de gauche, peu importe que ce soit une province canadienne ou un pays, à ce moment-là, restez à Québec solidaire. Mais si vous pensez que votre chance d'avoir un pays qui vous ressemble, c'est plus par la souveraineté, ben votez du côté du Parti québécois. Et quand on vous donnera ce pays-là ensuite, ben votez pas pour nous, revotez pour le Parti de gauche à l'intérieur de cette nouvelle République-là. Votre vote ne compte pas pour la vie. Tout ce qu'on vous dit, c'est que tout parti confondu, si vous croyez en la souveraineté, il n'y a encore qu'un seul parti qui est profondément, intensément et résolument souverainiste, c'est le Parti québécois. Alors, il nous reste le temps pour un dernier petit bloc, mais qui me semble d'une importance capitale dans le monde qui est le nôtre. C'est le contexte international dans lequel s'inscrit le projet souverainiste. Dans les années 60, c'était la décolonisation. C'était le démantèlement des empires et le Canada devait se démanteler presque dans le même esprit. Dans les années 90, eh bien, c'était plus compliqué parce que comment faire la souveraineté au moment de la mondialisation heureuse? Et les souverainistes ont trouvé l'argument à la Jacques Parizeau, c'est-à-dire une petite nation peut être libre à condition d'appartenir à un grand marché. Et on voulait participer au grand ensemble mondialisé qui se dessinait. Aujourd'hui, on est dans un autre contexte. La COVID a d'un coup rappelé l'importance des frontières, de l'État, de la souveraineté, de la protection, de la sécurité. Au même moment, un peu partout dans le monde, naissent des mouvements, certains sympathiques, d'autres beaucoup moins, qui rappellent l'importance de l'identité, des peuples, des frontières. On peut penser au Brexit, par exemple. On peut penser à la Catalogne, à l'Écosse que vous avez évoqué. On peut parler à certains populismes européens, inversement. On est dans un contexte aujourd'hui qui n'est plus du tout celui de la mondialisation heureuse, mais qui est celui d'une redécouverte au moins partielle des frontières des États, des nations. Est-ce que vous croyez que le projet souverainiste québécois peut se déployer dans ce contexte, ou est-ce que certains vont se dire c'est trop dangereux, l'époque devient tumultueuse, mieux vaut rester dans nos acquis plutôt que faire le pari de nouveaux pays? C'est une très bonne question. Je sais pas, je connais pas la réponse par rapport à ça qu'il y a dans le cœur des Québécois, mais chose certaine, on l'a vu avec la COVID, c'est-à-dire qu'on s'est d'abord et avant tout senti québécois. Les points de presse qui nous intéressaient, c'était forcément de savoir... Tu sais, je veux dire, une culture, c'est le ciment, c'est ce qui unit les individus qui composent une société. Donc, on s'intéresse à ce qui se passe au Québec, à ce qu'on peut faire pour les individus du Québec. Et on n'écoutait pas les points de presse de la Saskatchewan qui nous paraissaient, ce qui nous aurait paru aussi absurde. Sinon, pour se comparer, là, pour voir le nombre de morts, de victimes. Mais honnêtement, je pense que le nationalisme est pas du tout sur le bord de mourir. Tous les pays du monde ont une base nationaliste. C'est complètement farfelu de penser que on allait devenir une grande planète Terre parce que ça n'existait pas la culture neutre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, tu sais, les gens qui pensent que la quintessence de l'ouverture, c'est le suicide collectif ou individuel, ben ils se trompent. Hein? C'est-à-dire qu'il faut d'abord s'affirmer et la beauté de... Tu sais, les gens qui pensent que c'est se refermer sur soi-même, au contraire, c'est de pouvoir avoir une voix internationale, faire partie des grands ensembles, dire qui on est, influencer d'autres pays aussi. Et les pays qui réussissent le mieux en ce moment, financièrement et dans l'OCDE, tout ça, ce sont des pays qui ont à peu près la grandeur du Québec. C'est-à-dire que les gens les plus riches, qui ont le PIB par habitant le plus élevé, c'est pas des pays comme les États-Unis, c'est souvent plus des pays comme les pays scandinaves. Et je pense qu'on peut faire partie de ces pays-là qui ont une empreinte, tu sais, on pollue vraiment très peu ici par rapport au reste de l'Amérique du Nord. Donc, au niveau de l'environnement et de l'écologie, on a tout à montrer aux États qui nous entourent. Au niveau économique, je suis convaincu que si on avait tous les leviers pour pouvoir se représenter, pour pouvoir voter nos impôts, percevoir nos impôts et voter nos lois, ben on serait certainement parmi les 20 pays les plus riches sur la Terre. Mais il faut y croire. Il faut y croire et il n'y a personne qui nous donne ça parce que la liberté, c'est quelque chose qu'on va chercher. C'est pas un cadeau qu'on reçoit. Dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite, on a ce qu'on négocie. Et si on prend une position où on attend un cadeau de quelqu'un, si on attend la compréhension, l'ouverture et la tolérance du Canada anglais, non, ça n'arrivera pas. Si on prend position et qu'on dit « voici qui nous sommes »,
Et peut-être ensuite qu'on refera une entente avec le Canada. Moi, j'ai rien contre ça, mais ce sera une entente juste et équitable à partir de 2 peuples distincts. Et ce sera une vraie forme de confédération comme l'Union européenne peut unir des pays ensemble et qu'on mette en commun différentes dépenses. Mais en ce moment, c'est pas ça qu'on fait. En ce moment, on se fait petit puis on laisse une autre nation décider pour plus de la moitié de nos impôts et de nos décisions. Guy Nantel, je vous remercie infiniment pour votre passage aux idées mènent le monde et bonne chance pour la fin de la course. Grand plaisir, merci. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Ainsi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permet de faire connaître la série au plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Et chaque semaine, vous pouvez me suivre à la Joute à TVA. Animation et recherche, Mathieu Bock-Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.